Mesdames et messieurs, bonsoir. Le débat politique ce soir s'intéresse aux grandes annonces du chef de l'État devant le Congrès le 5 mars dernier. Au cours de ce rendez-vous historique, première réunion du Parlement, le chef de l'État a annoncé devant députés et sénateurs qu'il ne briguera pas un troisième mandat. Il passera donc la main à une génération plus jeune. Alassane Ouattara a également soumis au Parlement un projet de révision constitutionnelle portant sur plusieurs articles, entre autres l'abrogation du ticket présidentiel. En clair, le président de la République souhaite que le vice-président soit nommé par le président élu. Ce projet de révision propose également une nouvelle organisation de l'appareil judiciaire. C'est de toutes ces questions et de bien d'autres encore que nous débattrons pendant 90 minutes. Nos invités sont M. Geoffroy Kwawo. Il est juriste, constitutionnaliste, analyste politique, auteur de plusieurs ouvrages, dont Côte d'Ivoire, la Troisième République est mal partie, et 2020, ou le piège électoral. À ses côtés, Arthur Banga, docteur en histoire. Avec eux, 3 confrères de la presse nationale et internationale. Marouane Ben Yamed, directeur de publication de Jeune Afrique. Bonsoir. Félix Dibiboni, directeur de publication de Weblogie, Abidjan.net. Également Jean-Claude Koulibaly, journaliste, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout de suite, je vous propose de suivre un extrait de la déclaration du chef de l'État, Alassane Ouattara, devant le Congrès le 5 mars dernier. J'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Alors, au regard de la loi, le président Alassane Ouattara pouvait-il briguer un troisième mandat, docteur Kwawo? Je pense que, non pas que je veuille éluder, écarter, éviter votre question, la réponse du président Ouattara, qui consiste à dire qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession pour l'élection du samedi 31 octobre 2020, éclipse le débat. Mais fin au débat. Je pense que nous devons faire l'économie d'un tel débat et voir comment ce discours historique peut être capitalisé en termes d'opportunités politiques pour renforcer notre vie démocratique. Alors, n'empêche qu'il est important de savoir les dispositions légales sur ce sujet. Et si vous voulez, la Constitution du 8 novembre 2016 est d'une extrême clarté en consacrant cette disposition pertinente la limitation des mandats. La Constitution dispose en effet que le président de la République de Côte d'Ivoire est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Autrement dit, la volonté générale, c'est-à-dire l'expression populaire, veut désormais que ces dirigeants ne puissent faire que 2 mandats. Et donc, le discours du président Alassane Ouattara est en parfaite conformité avec l'esprit de la Constitution ivoirienne. Docteur Banga, c'est votre avis aussi? Bon, c'est difficile pour un historien de discuter un constitutionnaliste sur la question. J'aimerais quand même dire que, sans être spécialiste de la question, il y a quand même la question de la rétroactivité de la loi. Est-ce que ces mesures-là, qui sont clairement, l'esprit est bien défini, mais dans la lettre, est-ce qu'il fallait commencer à partir de ces élections de 2020 ou depuis l'histoire? Bon, je suis tout à fait d'accord avec le docteur quand il dit qu'il faut plutôt faire l'économie de ce débat-là. Et d'ailleurs, à ceux qui disent que le président n'a fait que respecter la Constitution, je pense que c'est quand même un peu banalisé, un acte très fort. Il y a plein de présidents qui ont utilisé tous les vices pour pouvoir bafouer la Constitution, ne pas la respecter. Quand vous êtes dans un quartier où la plupart des chauffeurs de Bakar ne respectent pas le feu rouge, il faut quand même applaudir celui qui respecte le feu rouge. Et je pense que là, le président de la République a posé un acte historique qu'il faut saluer. Moi, spontanément, je me suis levé et j'ai applaudi quand j'ai entendu le président renoncer à un troisième mandat parce que du plus profond de moi-même, je pensais que c'était la meilleure chose à faire pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, l'image que vous prenez est très belle, elle est assez symptomatique de cas pratiques sur le continent. Bien sûr, bien sûr, il y en a plein. Le Tchad, aujourd'hui les débats en Guinée, avec toutes ces conséquences derrière qu'on peut avoir. Je pense que
on a quand même évité ça. Il faut rendre à César ce qui est à César et rendre un hommage au président de la République. D'accord. Alors, Félix Boni, comment vous expliquez toutes ces réactions, on va dire, de félicitations autour de cette décision? Parce que cette décision nous a évité éventuellement une situation incertaine. Vous imaginez que le président Ouattara n'ait pas renoncé à un troisième mandat. On voit déjà se dessiner le débat qui allait avoir lieu et tout ce que cela aurait pu entraîner comme conséquence. On a tout près de nous la Guinée-Conakry. Il a cité tantôt le cas du Tchad. Et je crois que le président nous a fait l'économie d'une situation qu'on n'aurait pas pu maîtriser aujourd'hui. Et donc toutes ces félicitations vont dans le sens de ce que le président ivoirien vient de poser un acte historique et donne une leçon en la matière à beaucoup de chefs d'État. Le Congo avec Denis Sassou Nguesso, on a tout près de nous également la Guinée-Conakry, on a même le Sénégal qui hésite, qui ne sait pas s'il faut y aller en 2024 ou pas. On a le Tchad qu'on vient de citer tantôt, on a tout près de nous encore le Togo avec Faure Gnassingbé qui a son 4e mandat. Que le président de la République nous évite ce débat et qu'il évite de rentrer dans l'esprit d'un 3e mandat qui allait faire leçon parce qu'on a un président qui a quand même un leadership sur le continent africain. Vous imaginez que le président Ouattara franchisse ce cap. Beaucoup de chefs d'État allaient dire, ben voilà, c'est un exemple pour nous et nous aussi on va suivre cet exemple. Donc ces félicitations sont bien méritées. Je pense que beaucoup de chefs d'État devraient suivre l'exemple du président ivoirien. D'accord. Alors Marouane, les réactions, on en a enregistré en Côte d'Ivoire et même en France, vous êtes basé en France. On a une réaction du président Macron qui a félicité une décision historique. Vous avez décroché une interview exclusive pour le compte de Jeune Afrique à Paris dimanche. Est-ce que le président Ouattara vous a dit pourquoi cette décision a été prise? Oui, il y a deux arguments principaux. Le premier, c'est le respect de ses engagements, faire de mandat et visiblement, c'est une décision qu'il avait prise après sa réélection au moment de la révision de la Constitution en 2016. Il y a eu l'affaire des mutineries 2017 en janvier et en mai qui ont peut-être ébranlé sa décision de manière définitive en se disant la situation est telle que peut-être il faut que j'envisage de rester. Il y a un autre argument chez lui, mais qui est valable en fait chez tous les gens qui ont commenté cette décision, qui est l'âge du capitaine, le besoin de renouveler les générations, le besoin de transmettre le témoin. C'est le terme qu'il a utilisé, qui je pense est très important. Et au-delà de ça, c'est mon avis personnel, je pense qu'il y a lui n'en parle pas dans l'interview, il y a aussi, au-delà du renouvellement des générations, il y a le besoin pour les Ivoiriens de voir d'autres acteurs politiques entrer en compétition pour une présidentielle. Ça fait depuis la mort d'Houphouët qu'on a peu ou prou les trois mêmes qui s'affrontent, parfois directement, parfois indirectement, en fonction des scrutins. Et que je pense que les Ivoiriens attendent maintenant qu'il y ait une autre génération, d'autres personnes, d'autres leaders, quelles que soient les obédiences et les partis politiques, qui présentent leurs projets, qui présentent leurs idées et qui entre guillemets, s'affrontent dans un débat d'idées avec un renouvellement total, puisqu'encore une fois, la plupart des présidentielles, c'est les mêmes qui étaient en compétition. D'accord. Alors, c'est une décision, je reviendrai à vous tout à l'heure, c'est une décision qui a suscité, comme on l'a dit tantôt, beaucoup de réactions. Je vous propose d'écouter celle de la classe politique. Je crois que c'est un grand discours. Un grand discours, d'abord à travers l'annonce du président de la République de ne pas être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. C'est très important parce que beaucoup de spéculations circulaient. C'est un acte fort, il faut le saluer. Pour nous qui sommes à ses côtés depuis plus d'un quart de siècle, c'est une partie de notre vie politique qui part avec lui. Mais en même temps, il rentre dans la cour des grands. C'est un discours historique. Il permet à la Côte d'Ivoire de s'enraciner dans la démocratie. Il ouvre les voies de ce que la Côte d'Ivoire doit pouvoir avoir comme dirigeants, des hommes d'engagement, respectueux de leurs engagements. Il vient de montrer là que la politique aussi obéit à l'éthique. Pour nous, c'est
c'est un Mandela qui s'est exprimé. Et il est le prolongement, effectivement, du président Félix Houphouët-Boigny. On est partagé en joie et peine, peine pour son départ, joie parce que il fait la fierté des Ivoiriens et il a grandi la Côte d'Ivoire. Voilà. Jean-Claude Coulibaly, commentaire. Oh, je pense que tous ces commentaires vont dans le même sens. Le sens que c'est un acte fort qui a été posé, un acte historique, en ce sens que c'est la première fois qu'un président sortant va faire une passation à un président qui sera élu. Ça, on ne le souligne pas assez dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que cela va se faire. C'est vraiment à l'actif du président. Et ensuite de cela, il y a aussi ce qu'on appelle, donc on dit, c'est une décision sage. Décision sage en ce sens que le président Ouattara a toujours en tête de maintenir la Côte d'Ivoire dans la stabilité. Il a réussi à ramener la Côte d'Ivoire dans la stabilité, ça fait maintenant 10 ans. Il était important pour lui qu'il termine sur cette note-là. Et c'est pourquoi je pense qu'au-delà de certaines critiques, il faut vraiment saluer cet acte qui, il faut le dire, est un sacrifice. Parce que, contrairement à ce que les gens disent, il avait certains droits. Mais il n'a pas voulu vraiment faire valoir ses droits et il a décidé de quels droits? Oh, vous savez, moi, je partage entièrement. Il y a une jurisprudence constante en la matière. On ne peut pas, par exemple, prévaloir les dispositions qui existent dans la Deuxième République et les transverser dans la Troisième République. Quand on parle de Troisième République, on sait tous qu'il y a une jurisprudence qui est constante. La jurisprudence permet à ce que le compteur soit mis à zéro et que celui qui veut briguer le mandat, même s'il était au poste, il peut toujours briguer ce mandat-là. On me parle d'une disposition qui a été glissée dans la Constitution, qui est l'article 183. Ben, j'estime que j'ai lu cet article-là. Je pense que ceux peut-être qui ont rédigé la Constitution de 2016, peut-être s'ils voulaient dire que le président qui aurait déjà fait 2 mandats ne doit plus continuer, ils n'ont pas été courageux, je pense. Parce que l'article, ils nous ont mis dans un clair-obscur juridique qui fait aujourd'hui que la porte est ouverte à toutes les interprétations. Et il est clair que si le président voulait peut-être, si vous voulez, comme on le dit, exercer son droit, mais peut-être que le Conseil constitutionnel pourrait le suivre. Mais il a vu qu'il y avait un clivage au niveau de la population et il a décidé en homme sage vraiment de se retirer pour permettre à la Côte d'Ivoire de continuer dans la stabilité. Voilà. Alors, vous l'avez écouté attentivement, je suppose que vous avez envie de réagir. Oui, je l'ai écouté attentivement. Bon, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais faire l'économie de ce débat. Mais attention, faisons très attention. Le changement de république ne veut pas dire l'arrêt de l'État. Il y a ce qu'on appelle en droit le principe de la continuité de l'État, de la continuité législative. Je vais vous donner un exemple simple pour que les téléspectateurs nous comprennent. Si il est vrai qu'on devait tout remettre à zéro, mais c'est extrêmement grave même pour M. Ouattara, le président de la République. Il a été élu quand? En 2015. Sous l'empire de quelle constitution? De la Deuxième République. C'est 1 an après que la Troisième République, la constitution de la Troisième République a été adoptée. Si on doit remettre le compteur à zéro, ça veut dire qu'il n'est plus président de la République à cet instant. Il aurait fallu donc organiser une nouvelle élection. Deuxième chose, son mandat finit en 2020. C'est-à-dire que son mandat a commencé en 2015, 1 an avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 2016. Autrement dit, si tout était remis à zéro, son mandat finirait en 2021. Je pense que, c'est pourquoi je dis faisons l'économie. Vous savez qu'on peut toujours trouver des juristes pour faire du juridisme. Hein? Je vais vous donner un autre exemple. Quand on parle de l'article 183, la continuité législative, je vais vous donner un exemple simple. Je suis un fonctionnaire. Je dois aller à la retraite à 65 ans. J'ai 64 ans. Et à 64 ans, le statut de la fonction publique, qui est le fondement juridique des droits et devoirs du fonctionnaire, change. Comprenez bien, change. Mais l'article concernant l'âge de départ n'a pas été touché. Est-ce que je peux dire aujourd'hui que j'ai dans 64 ans encore que je vais aller à la retraite? Ça n'existe pas. Le principe de la continuité de l'État, le principe de la continuité législative, le droit est une science exacte et appartient aux juristes. Il est évident que nous sommes dans des pays où, pour des raisons évidentes, on trouve toujours des juristes pour tordre le cou au droit. Je vais vous donner un exemple. Vous avez cité tout à l'heure mon livre.
et si la Côte d'Ivoire, la Troisième République est mal partie, c'était lors de l'adoption de la Constitution, avant cette adoption. J'avais prévenu les uns et les autres, surtout au niveau de la réforme judiciaire, du système judiciaire, que c'était extrêmement maladroit d'avoir une Cour suprême, au sein de cette Cour suprême, un Conseil d'État, une Cour de cassation. Mais à quoi sert donc la Cour suprême? La Cour suprême jouerait ici le rôle d'un tribunal de conflit. Mais c'était une cacophonie que même un étudiant de première année de droit... On reviendra sur la réforme. Ne pouvait commettre. Mais aujourd'hui, les mêmes rédacteurs de la Constitution, ce sont les mêmes rédacteurs que le président a contactés. Pourquoi il revient sur cette décision? C'est une incongruité. Deuxième élément que je vais vous montrer dans cette Constitution. La Constitution, dans son article 184, le dernier article, dit que cette Constitution rentre en vigueur à partir de sa publication. Mais non, une norme juridique, un acte juridique ne rentre pas en vigueur à partir de sa publication. La publication, c'est un acte juridique par lequel le chef de l'État rend obligatoire et exécutoire un acte juridique. Mais c'est la publication qui rend opposable. La publication au journal officiel qui rend opposable la loi et met la loi en application. Donc il y a de telles congruités, de sorte qu'il faut faire très attention. Marwan, vous avez votre avis là-dessus? Oui, les constitutions, on leur fait dire ce qu'on veut. Bon, de toute façon, le débat, en l'occurrence, la question ne se pose plus, donc je ne suis pas sûr qu'il faille perdre du temps. Mais est-ce qu'il avait le droit, pas le droit? Est-ce qu'il pouvait le faire, pas le faire? Je rappelle juste que dans l'histoire récente africaine, du Cameroun à Djibouti, à Brazzaville, au Tchad, au Burkina, il n'y a pas si longtemps, et dans bien d'autres pays, et même au Sénégal, Abdoulaye Wade, c'est le même débat. Il a fait son 3e mandat. Est-ce que ça remet les compteurs à zéro? Est-ce que ça ne remet pas les compteurs à zéro? Le résultat, c'est qu'ils le font. Qu'ils aient le droit de le faire ou pas et que ce soit acceptable ou pas. Donc c'est arrivé dans beaucoup de pays africains, plus d'une quinzaine dans les 15 dernières années. Donc la question était, est-ce qu'il aurait pu le faire? Oui, il aurait pu le faire, avec polémique, avec peut-être contestation, tout ce qu'on veut, mais encore une fois, dans la pratique, ça arrive, et ça arrive de plus en plus souvent. En tout cas, c'est une décision qui est diversement... Sinon, Paul Biya ne serait plus président du Cameroun depuis... Oui, qui est diversement commentée par la classe politique. Je vous propose à présent la réaction de M. Ouattara Nyonzié, président de RPP. L'opposition rassemblée a fait une déclaration il y a 48 heures. Mais en tant que président du RPP, je suis solidaire de cette déclaration. On a un droit de se réjouir que le président de la République ait enfin accepté de respecter notre Constitution. Je pense que les Ivoiriens lui en savent gré, parce que c'est dans le respect de la Constitution qu'il a fait cette déclaration et des pressions qui ont été faites de part et d'autre. Parce qu'il aurait pu dire « je reste dans ma position ». Mais il le sait, cela aurait créé non pas une crise post-électorale, mais une crise préélectorale qui aurait créé plus de problèmes, plus de précarité à la Côte d'Ivoire que 2010. Il est président de la République, il a des informations, il a des amis qui sont des démocrates, mais c'est un acte antidémocratique qu'il aurait fait, qui aurait créé d'énormes problèmes. Il ne faut pas se méprendre des citoyens des pays. Les gens qui pensent que les citoyens sont appelés à se vautrer régulièrement, mais il y a des moments où les gens relèvent la tête et font face à l'adversité. Et je pense que nous étions partis pour ça. Et je pense qu'il a compris et il faut l'en féliciter pour avoir sauvé la Côte d'Ivoire. Voilà, allez-y. Non, je pense qu'il faut avancer. Il faut qu'on avance, tout le monde est bien d'accord. Comme je disais, même ceux qui disent félicitons-le parce qu'il a respecté la Constitution, on n'a pas à le féliciter parce qu'il a respecté la Constitution. Plein de gens n'ont pas respecté. Donc on est tous unanimes que c'est une décision qui nous ramène la paix, qui apaise le climat, qui permet de se projeter sur l'avenir plus sereinement. Voilà, je pense que projetons-nous, discutons des conséquences plutôt que de... Alors parlant de conséquences, c'est une décision qui a forcément des implications sur notre classe politique, déjà au niveau du RHDP, ensuite de l'opposition. À quel niveau on peut situer ces implications-là? Déjà, pour le RHDP, puis pour l'opposition. Déjà, pour le RHDP, il faut se trouver un nouveau candidat, il faut se trouver un nouveau chef dans l'union, dans l'unité, parce que si ça part dans tous les sens, on réduit les chances de gagner. Ils ont quand même un avantage, c'est que le président de la République est quand même l'autorité morale qui, à mon sens, non seulement autorité morale, mais encore président de la République, celui qui permet d'avoir une autorité tout court et qui pourra, à mon sens, canaliser les débats et essayer de retrouver. Il y a deux idées. Faut-il aller sur une primaire
ou sur une désignation. Chacun a ses avantages. La primaire peut paraître plus démocratique, mais n'est pas forcément toujours politiquement le meilleur choix. On l'a vu en France avec l'explosion du Parti socialiste ou même la désignation de François Fillon qu'on ne pouvait pas remplacer parce qu'il y avait l'onction populaire. Voilà. Je considérais plutôt une entente. Au sein de l'opposition, déjà, est-ce qu'il y a quand même une petite pression qui est mise indirectement sur ceux de sa génération après avoir appelé au départ? Il est passé à l'acte. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a les yeux plutôt les yeux rivés sur ces promotionnés, entre guillemets, leaders politiques. D'autant plus que dans tous ces partis politiques, je pense que la jeune garde a assez montré qu'elle est prête, que ce soit au RHDP, je pense qu'on peut avoir des SEXA, des Quinca qui ont de la valeur. On peut en avoir au PDCI, on peut en avoir au FPI. Et donc, je pense que cette décision va amener, sans doute, je l'espère en tout cas, à remettre des nouveaux visages en scène, parce qu'on a envie vraiment, je pense, de retrouver de nouveaux visages qui ont du talent, qui seront sans doute encadrés, que ce soit par le président de la République ou par les autres leaders historiques qu'on a. Ils ne vont pas tout de suite, puisqu'ils ont un combat à mener, mais en encadrant, à mon sens, les plus jeunes. D'accord. Alors, Jean-Claude, les implications de cette décision pour l'opposition? Je pense qu'il appartient maintenant à l'opposition de se mettre au travail inexorablement sur le terrain. Parce que, comme l'a dit tantôt mon voisin, il s'agit ici maintenant de se organiser dans les différentes chapelles politiques pour pouvoir appréhender en tout cas le boulevard que vient d'offrir le président Ouattara. Parce que je pense qu'à un certain moment, une partie de l'opposition était un peu dans le starting block et on avait l'impression que l'opposition attendait peut-être quelque chose, peut-être probablement le 3e mandat pour pouvoir occuper l'espace politique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le président a décidé en tout cas de se retirer pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il appartient aux uns et aux autres de le faire. Je vais revenir un peu à la chose sans trop polémiquer. Rappelez qu'en fait, on a l'impression que c'est la Constitution qui a contraint le président à faire cette annonce. Je pense qu'il faut faire très attention. J'ai bien parlé de jurisprudence constante, en tout cas, qu'a aussi bien rappelé, en tout cas, Marwan, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Au Sénégal, c'était la même chose en 2001, lorsque le président Ouad était arrivé. Un an après, il a transformé le quinquennat, le septennat en quinquennat. Il a fait 7 ans et 5 ans après. Et ensuite, en 2007, il a encore fait une réforme constitutionnelle. Le problème s'est posé au moment où il était candidat pour un 3e mandat. La Cour constitutionnelle sénégalaise lui a donné raison de continuer. Il y a eu des troubles au niveau de Dakar et dans certaines villes, mais il a été candidat, il est allé aux élections. Mais il y a un candidat parmi eux, qui est Macky Sall, qui a compris qu'il fallait aller sur le terrain, en tout cas pour glaner le suffrage des populations sénégalaises. Et aujourd'hui, il est président de la République. Je pense qu'il ne faut pas, comme l'a dit Seth, tomber dans un juridisme, mais il ne faut pas aussi dire ce qui n'est pas vrai. Je l'ai dit, il y a une jurisprudence constante. On vous a compris, voilà, Jean-Claude. On vous a compris, Félix Boni. Moi, je pense que... Alors, les implications sur l'opposition, sinon sur la classe politique, pour le RHDP, ensuite pour l'opposition. On ne va pas revenir sur le débat de jurisprudence. Permettez que je situe un peu quand même l'opinion, parce que je pense que le chef de l'État n'était pas dans ce débat de jurisprudence ou de juridisme qui allait nous entraîner dans une crise, parce que le président avait déjà sa position qui était bien connue, et pour ceux qui le suivent de près, ils savaient que le président de la République n'irait pas à un 3e mandat. Le 23 octobre, dans une interview à un confrère français, il a bien souligné que je ne serais même pas intéressé par un 2e mandat si j'avais fini de faire ce que j'ai à faire. Et peut-être même que je n'achèverai même pas mon 2e mandat et que je laisserai mon vice-président terminer. Le 1er mai 2008, lorsqu'il y avait des contestations en Côte d'Ivoire, dans son discours, il a dit... Et il a appelé ceux de sa génération à passer la main à une nouvelle génération. Il l'a rappelé encore le 6 août 2019 en disant également qu'il faut passer la main à une nouvelle génération. Et je pense que tout ce qui a entouré cette idée de 3e mandat, ira-t-il, n'ira-t-il pas, ça a participé de ce qu'on appelle la communication politique. Le président même a laissé le suspense et faire monter un peu, j'allais dire, les enchères, et puis faire une sortie comme ce qu'il a fait tout récemment. Et ça lui a donné encore une certaine cote
par rapport à sa prochaine sortie. Je ne pense pas que le président de la République ivoirien aurait engagé ce débat, cette polémique qui allait nous entraîner sur une crise et faire oublier, pour ne pas dire éteindre le bilan, que tout le monde est unanime pour reconnaître qu'il aura travaillé pendant ces 9 ans de mandat. Et on ne termine pas 9 ans de mandat dans une crise pour que les regards soient détournés sur le travail qui aura été fait. Et donc tout cela aura participé de ce que j'appelle la communication politique. Et on dira, on a dit vers la fin, il a dribblé tout le monde. Oui, il a dribblé tout le monde parce que depuis le départ, on ne l'a pas suivi. Sinon, l'aboutissement de cette décision était connu depuis le départ, 5 ans déjà avant qu'il n'en arrive là. Alors, maintenant, il a aussi dit, après avoir annoncé qu'il ne briguerait pas un 3e mandat, après avoir annoncé qu'il partira après le 2e mandat, il a aussi dit « Je prendrai ma décision ». C'est tout ça que j'habille dans la communication politique. Et insidieusement, le président a fait monter les enchères. Tout le monde, personne. Alors, vous imaginez, même pour la modification de la Constitution, on a tout entendu. Le président va modifier, on va passer à une élection à un seul tour. Le président va changer la Constitution pour introduire le parrainage. Il a dribblé tout le monde. Il a laissé les rumeurs s'enfler. Et au bout, il n'a rien fait de tout ce qui a envahi l'opinion ivoirienne. Ça participe de la stratégie de communication politique. Il sait ce qu'il allait faire. Il laissait les idées se développer. Il laissait les rumeurs se répandre. Et à la fin, il prend sa décision. Ça aussi, ça participe d'un certain leadership. Il a su entretenir le suspense. Et tout le monde l'a lu partout. Même son entourage média ne savait pas qu'il allait prendre cette décision. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques personnalités autour de lui qui savaient. Il a laissé le suspense et au bout, celui qui sort le plus grand, tout le monde parle de lui désormais pour dire c'est un grand président. Oui, c'est un grand parce qu'il a su garder dans son ventre ce qu'il avait comme décision qu'il allait prendre, qui allait surprendre tout le monde. D'accord. Les implications de cette décision pour l'opposition. Il avait l'habitude de dire en 2020, il n'y aura rien. On a fini par comprendre pourquoi il disait qu'il n'y aura rien. Parce qu'il avait cette surprise du chef qu'il a sorti ce jour-là, c'est-à-dire Ayam Sokro. Alors les implications. Les implications pour le pouvoir, le RHDP, contrairement à ce que tout le monde avait cru initialement, qu'il y avait déjà un candidat déjà prêt pour les échéances à venir, ça ouvre le débat. Aujourd'hui, au niveau du RHDP, le débat est totalement ouvert. Est-ce qu'ils vont aller à un primaire? Est-ce qu'ils vont suivre ce que tout le monde a l'habitude de penser, que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il faut appeler un chat, sera le candidat du RHDP? Ou est-ce qu'il y aura des gens qui vont se poser comme candidat? Le débat est totalement ouvert. Le président Ouattara a dit « Je ne suis plus candidat. Quiconque au RHDP peut prétendre à une ambition ». Au niveau de l'opposition, ça ouvre un double débat. Parce que dans sa sortie, le président a sorti cette phrase « J'ai décidé de transférer le pouvoir à une nouvelle génération ». D'ailleurs, cette phrase, je trouve qu'elle a un peu associé. On va la décortiquer. Mais ça met systématiquement en difficulté ceux de sa génération, ceux qu'on appelle les acteurs d'un certain âge, la plutocratie, puisque le président veut qu'on renouvelle la classe politique ivoirienne. Ça veut dire qu'il parle indirectement à des personnalités comme Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, qui ont franchi la barre de 75 ans et qui ont l'envie de se présenter en 2020. Et il leur dit, nous qui avons été, nous les aînés, il faudra qu'on se mette de côté, qu'on passe le pouvoir à une nouvelle génération. Insidieusement, cela veut dire également, nous avons trop caporalisé la situation en Côte d'Ivoire. Nous avons été les acteurs des différentes crises que le pays a connues. Laissons la place à une nouvelle génération pour qu'elle fasse ses preuves, pour que le pays puisse tourner la part de ces différentes crises. Parce que dans l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens, si M. Ouattara n'est pas là, M. Bédié ou M. Gbagbo, l'un des deux arrive, on sera dans la continuité des crises qu'on a connues jusque-là. Et je pense que dans l'esprit du président Ouattara, laissons d'autres personnes continuer. Nous, on a tous gouverné, nous trois, quittons pour que d'autres personnes viennent prendre le relais. Et ça, c'est un décryptage de son discours. Le président ne dit pas tout, mais au fond, je pense que c'est ce que je comprends. Et ça crée encore un bouillonnement dans l'opposition, parce que ceux qui étaient jeunes, qui sont jeunes dans ces différentes formations politiques, qui peut-être sont immergés par des aînés et qui n'arrivent pas à s'exprimer, c'est le moment actuellement de se préparer, il y a encore 8 mois, pour chercher à avoir une place au devant, parce que ce discours va faire effet au sein de ce qu'on appelle les sexagénaires, les quinquagénaires et même, pourquoi pas, les quadras également. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, vous voulez réagir? Sinon, on va suivre tout à l'heure les réactions des populations et après, on reviendra à vous. Voilà. En tant qu'ambassadeur de paix de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, cher aîné,
je voudrais vous dire bravo. 1000 fois bravo. Vous venez de poser un acte historique, grandiose, avec élégance, avec classe. Et je voudrais, au nom de tous les Ivoiriens, vous dire merci, infiniment merci. Vous venez, comme diraient d'autres, entrer dans l'histoire glorieuse de la Côte d'Ivoire, comme l'a rêvé le doyen, le président Félix Houphouët-Boigny. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Un vrai démocrate, je dis bien un vrai, n'obéit qu'à sa conscience. Pour ne pas dire doit obéir qu'à sa conscience et non forcément au peuple. En obéissant à sa conscience, le président de la République donne un exemple à la génération future. Et cet exemple-là, c'est un exemple de stabilité, un exemple de démocratie, un exemple de paix. Malgré son bilan, malgré le fait que des millions d'Ivoiriens souhaiteraient qu'il reste, qu'il obéit à sa conscience, que dit non, je vais donner un exemple à la génération future. Le groupe Magic System a toujours prôné la paix, la cohésion sociale. Et je crois que c'est un choix qui donne une autre orientation de démocratie à notre pays. C'est un choix qui va traverser les générations parce que c'est une première dans notre pays. C'est pourquoi nous saluons ce geste. Nous sommes dans une année charnière et cette décision est l'une des plus importantes de cette année 2020. Nous pouvons dire que le président Ouattara a fait le choix de prioriser les intérêts de son pays à ses intérêts partisans ou à ses intérêts personnels. Et ça, c'est une décision historique. Le reste, je crois que nous devons nous armer de plus de patriotisme et essayer de penser à la Côte d'Ivoire dans nos choix et dans nos décisions. Pour avoir une élection apaisée, il faudrait que nous-mêmes nous ayons déjà des cœurs apaisés. Donc nous allons rester dans cette continuité de la décision du président Ouattara pour que chacun puisse faire un effort sur soi afin que la Côte d'Ivoire ne connaisse plus d'heures sombres, mais connaisse plutôt des heures de gloire. Généralement en Afrique, nous voyons que les présidents durent beaucoup au pouvoir. Maintenant, lui, il a senti bon de laisser place à la jeune génération. Je pense que ce n'est pas mauvais. Il faut respecter sa décision. Toutes les décisions doivent se faire conformément à nos textes, à nos constitutions. Voilà, si la constitution dit 2 mandats, tu fais 2 mandats, tu libères. Voilà, donc je ne pense pas qu'il faut lui demander de forcément faire un 3e mandat. On est tous unanimes par rapport au travail qui a été abattu par lui. Il faut lui tirer le chapeau pour cela. Mais je pense qu'il faut respecter quand même les textes. Voilà. Et s'il prend l'engagement de respecter les textes, contrairement à d'autres présidents qu'on a connus en Afrique, je pense qu'il faut saluer cette décision. C'est rare de voir un président décider de ne pas faire un 3e mandat. Franchement, c'est un exemple à suivre. Je trouve que cela a encouragé et je veux que les chefs d'État aussi prennent exemple sur lui. C'est vrai, il ne sera plus au pouvoir, mais il peut rester dans l'ombre et aussi apporter ses expériences et puis un coup de main à celui qui sera là, quoi. Voilà, on a pu voir les icônes de la musique ivoirienne, donc on va dire les éveilleurs, les éclaireurs de conscience, également des populations qui ont bien voulu donner leur avis. On comprend de toutes ces réactions-là que c'est un véritable soulagement. Oui, clairement c'est un soulagement. Mais j'aimerais quand même rebondir sur les propos de Boni. Une décision, surtout en politique, elle n'est jamais prise d'avance, elle n'est jamais décisive. Il y a toujours, c'est jamais un long feu tranquille. En fonction du contexte, en fonction des évolutions, on voit, et d'ailleurs, Marouane vient de le dire, le président lui a dit que les mutineries lui ont fait penser à des choses. Certains facteurs, c'est clair que lui, dès le départ, il avait cette volonté, mais il a toujours laissé une porte ouverte, sachant l'environnement dans lequel il est. Aujourd'hui, il a apaisé, je pense qu'il a apaisé par rapport au poids de l'âge, par rapport à son rôle dans l'histoire. Aujourd'hui, tous ceux qui parlent disent il fait un pas dans l'histoire, mais ce sera mieux apprécié. En tant qu'historien, je peux vous dire que ça sera mieux apprécié dans 10-15 ans. Là, on ne le mesure même pas encore totalement aujourd'hui. Ce qui est dit aujourd'hui par rapport à cette décision-là, ça sera beaucoup moins. Demain, quand quelqu'un d'autre va vouloir
ne pas respecter la Constitution, on lui dira attention, depuis Alassane Ouattara, on est obligé de respecter ces 2 mandats. Et je pense qu'il faut se mettre dans cette perspective-là. Une décision n'est pas forcément angélique, il y a des contextes, il y a des conditions, il y a le temps de l'appliquer. Je pense qu'aujourd'hui, après l'avoir nourri, réfléchi, hésitation, il y a eu des hésitations clairement. Il a confirmé d'ailleurs à Jeune Afrique, mais aujourd'hui il a décidé, il faut saluer la décision. Il faut espérer que la dynamique d'apaisement dans laquelle cette décision nous met soit prolongée jusqu'au scrutin. Voilà, donc aujourd'hui, comment faire pour que cette dynamique de paix, cette dynamique d'apaisement, comme dit les rugbyman, il faut maintenant transformer l'essai pour qu'on ait des élections apaisées et pour une fois, un vrai rendez-vous avec l'histoire, parce que la Côte d'Ivoire a manqué son rendez-vous avec l'histoire en 2000, elle a manqué son rendez-vous avec l'histoire en 2010. Ce serait bien enfin qu'on entre dans l'histoire et dans l'histoire démocratique. D'accord, allez-y Maron. Sur les réactions, enfin sur les conséquences, oui, les RHDP, réactions et opposition, les sur les réactions. Oui. Non, il y a, bon, je suis d'accord en fait avec les deux commentaires. Il y a une part de stratégie politique, c'est évident. Quand vous êtes chef, vous n'allez pas dire 5 ans avant. Moi, je m'arrête. D'abord, parce que dans votre propre camp, c'est la foire d'empoigne et la guerre des ambitions chez tout le monde. Deuxièmement, parce que vous n'êtes plus un chef aussi respecté quand les gens imaginent que c'est vraiment terminé pour vous. S'il le dit trop tard, c'est compliqué pour celui qui va le remplacer en tant que candidat, parce qu'il faut quand même, il y a une campagne à faire, mais c'est pas en 1 mois ou en 2 mois que vous forgez une image, que vous exprimez un projet. Donc c'est, à mon avis, là, le timing pour lui comme pour le RHDP est très bon. Du côté de l'opposition, c'est à peu près la même problématique qu'avant. Parce qu'il y a des candidats qui, pour l'instant, dont on a du mal à imaginer qu'ils puissent se présenter en octobre 2020. Je pense que du côté du PDCI, où on a longtemps pensé que c'était Henri Konan Bédier qui irait quoi qu'il arrive, ça va être un peu plus compliqué pour lui d'assumer ça vis-à-vis de ces générations PDCI en dessous de lui et de ceux qui l'accompagnent, qui l'ont peut-être accompagné d'ailleurs en pensant que lui allait transmettre le témoin, ce qui n'est pas sûr. Donc, bon, pour moi, j'ai l'impression que le RHDP se trouve en position de force parce qu'il est maître de son destin, du temps, de l'organisation qu'il peut mettre en place pour son candidat. Et que les autres sont obligés de composer avec cette décision et de s'adapter dans un laps de temps où on sait à peu près ce qui va se passer d'un côté, on ne sait pas du tout ce qui va se passer de l'autre, qui va être le candidat du FPI, qui va être le candidat du PDCI, quid de Guillaume Soro et des éventuels autres acteurs. Alors, il a dit au sujet de son bilan devant le Congrès, je n'ai certainement pas tout réussi. Est-ce qu'il vous a dit ses regrets? Bon, personne n'a tout réussi dans sa vie, ni vous, ni moi, ni encore moins un chef d'État. Franchement, il donne plutôt l'impression d'être très satisfait de son bilan. Évidemment, il y a des problématiques comme la lutte contre la corruption, comme la répartition plus juste des fruits de la croissance, comme des chantiers qu'il aurait aimé accélérer, même si certains chantiers qu'on voit ou qu'on a vu aboutir sont des chantiers en fait qui sont identifiés déjà depuis Houphouët et qui ne sont jamais sortis de terre. Mais lui, il les a fait sortir de terre. Donc oui, il a certainement des frustrations, mais dans la globalité, il est quand même assez satisfait du travail que lui et son équipe, il insiste sur le terme d'équipe, ont pu mener pendant ces 9 ans. Il précise quand même qu'on lui a amputé 5 mois de mandat et qu'il lui en reste 8. Il ne faudrait pas penser non plus qu'il n'est plus là dès aujourd'hui. D'accord. Alors Félix, vous avez suivi l'action du chef de l'État depuis ces 9 années. En tant que journaliste, vous estimez qu'il y a des chantiers inachevés ou des chantiers sur lesquels il aurait pu mieux faire? Oui, c'est ce que j'emboîte le pas à Marouane, il a bien souligné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au plan infrastructurel, je pense que des différents présidents qui ont précédé, qui ont suivi après Houphouët-Boigny, il n'y a pas eu mieux que ce que le président Ouattara a fait en 9 ans de mandat. Par contre, au niveau de la répartition des richesses, puisque la Côte d'Ivoire a quand même 8% de richesses, on avoisine les 2 chiffres, ça ne se ressent pas totalement au niveau des foyers. Et je crois que le président lui-même en a si bien pris conscience que dans la dernière année de son mandat, il a décidé de consacrer cette dernière année à ce qu'il a appelé le plan social du gouvernement, le PS-Gouv, pour essayer de rattraper les 8 ans de répartition inéquitable qui ont été faits. Et je crois que c'est de ça qu'il parle quand il dit il y a certainement des regrets de n'avoir pas tout fait. Il parle de ça.
Et puis au niveau de la réconciliation, il ne faudra pas aussi occulter la question. Je pense que la réconciliation n'aura pas été un chantier qui aura véritablement abouti parce que quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire continue encore d'être... des Ivoiriens continuent encore de se regarder. Quoi qu'il y ait des efforts qui ont été faits. Il ne faudra pas manquer de le dire parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui sont rentrés, il y a beaucoup d'exilés qui sont rentrés. Il y a beaucoup de personnalités qui aujourd'hui n'ont plus de soucis en Côte d'Ivoire. Je crois que la situation telle qu'on l'a connue au départ dans son premier quinquennat n'est pas pareille sous le deuxième quinquennat. Toutefois, le chantier de la réconciliation reste quand même à parachever. Mais ça, je pense que le président, il peut regretter de ne l'avoir pas totalement achevé. D'accord. Monsieur Kouao, je n'ai certainement pas tout réussi. Vous ramène à quoi? Vous fait penser à quoi? Non, mais comme il l'a dit Marouane tout à l'heure, on ne peut pas tout réussir dans sa vie. C'est pour ça qu'on parle de continuité. Oufou a commencé, les autres sont venus. Lui, comme il a dit tout à l'heure, il y avait des chantiers qui étaient déjà là, il les a sortis. Après lui, les autres viendront. C'est la vie démocratique. Ce qu'il vient de faire consacre l'alternance politique et permet aussi d'éviter le culte de la personnalité. Moi, personnellement, je pense que M. Ouattara n'a pas à regretter quoi que ce soit. Il a fait ce qu'il pouvait. Il appartient maintenant aux 23 autres millions d'Ivoiriens de continuer chacun dans son domaine, voilà. Mais peut-être, bon, au niveau de la réconciliation dont il parle, il y avait le cadre juridique qui avait été bien posé, la CDVR, la CONARIV, la Commission nationale d'enquête, etc. Seulement qu'il n'a pas eu le courage d'appliquer réellement les dispositions de la Commission nationale d'enquête en inculpant et les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara. C'est là un peu le bémol qui laisse un os dans la gorge des uns et des autres. On a vu une justice des vainqueurs, il faut le dire ouvertement, parce que seuls Laurent Gbagbo, Mme Simone Gbagbo, Blé Goudé et autres sont allés en prison, alors que les conclusions de la Commission nationale d'enquête sont d'une extrême clarté. Il y a eu des auteurs d'infractions criminelles des deux côtés, il fallait le faire. Mais je pense qu'il a posé des actes. Les autres vont continuer. Et personnellement, le discours, pour moi, le discours du 5 mars dernier participe même de la réconciliation nationale. Oui, vos éléments tout à l'heure. Les Ivoiriens sont apaisés, les Ivoiriens sont confiants. L'optimisme prend le pas sur le scepticisme. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'il faut voir les choses. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, la réflexion, c'est comment capitaliser cette annonce du président de la République en termes de dividendes politiques et de dividendes démocratiques. D'accord. Jean-Claude Coulibaly, Oui, moi, en tout cas, je suis d'accord avec lui en grande partie, parce que aujourd'hui, le débat qui se pose, c'est le président a donné. Qu'est-ce que les autres donnent en retour? Parce qu'il a donné, il a fait, comme je l'ai dit, moi je dis en griffe, un sacrifice. Il a décidé en tout cas de céder le pouvoir pour la paix en Côte d'Ivoire et la stabilité en Côte d'Ivoire. Mais il appartient maintenant à l'opposition d'apporter des gages, en tout cas qui garantissent cette paix et cette stabilité. C'est un peu cela, ce qu'il veut dire en fait. Il ne faut pas trop tabler sur un bilan qui est connu de tous, moi je pense. C'est un bilan éloquent et comme il a dit, c'est un bilan qui va dans la droite ligne de ce que le père fondateur de la Côte d'Ivoire a fait, Félix Houphouët-Boigny. Et je pense que ce qu'il faut regarder, c'est l'action de l'homme même dans son combat pour l'immortalité. C'est-à-dire que Ouattara s'est inscrit dans la vision des grands hommes qui véritablement ont pour en ligne de mire l'immortalité. L'immortalité, c'est quoi? C'est-à-dire faire en sorte que ces œuvres puissent subsister à travers le temps. Et c'est ce qu'il a fait. Même l'acte qu'il a posé le 5 mars dernier rentre un peu dans ce sens-là. Le président Ouattara a bâti, si vous voulez, sa vie sur ce qu'on appelle deux axes. La bonne réputation et ce qu'on appelle le respect des engagements. Je pense que ce qu'il a fait, comme l'a dit Félix Boni, pour ceux qui suivent un peu le microscope politique, ce n'est pas vraiment quelque chose de surprenant. Ça va toujours dans la droite ligne de ce qu'il a fait pour ce pays-là. Et pour moi, en tout cas, il est bon à saluer cet acte-là qui apaise et qui véritablement décrit un peu l'atmosphère politique, sociopolitique. Voilà. D'accord. Alors, je voudrais ajouter que, parce que tantôt, quand Marouane parlait tantôt, il a dit, à partir on lui a amputé 5 mois et à partir du moment c'est fini. Non, c'est pas fini. Il reste encore 8 mois. Il faut rester dans cette dynamique jusqu'à la fin des élections, parce qu'on peut avoir posé un bon acte aujourd'hui, et puis dans un mois, poser un autre acte qui va aller dans le sens totalement contraire de ce qui a, et détruire même ce qui aura été bâti. Et en la matière, je pense que dans la dynamique de cette décision, tout le reste du processus électoral jusqu'au 31 octobre 2020 devait rester dans cette dynamique.
Et en la matière, je vais parler du débat politique qui continue à travers le dialogue politique. Il faut un dialogue politique vraiment sincère qui permet à l'opposition et au pouvoir de s'asseoir pour trouver des solutions, j'allais dire des moyens consensuels d'organiser des élections véritablement transparentes et équitables pour tous, pour que dans la dynamique de ce discours historique du chef de l'État, on arrive au 31 octobre avec des élections vraiment apaisées, pour lesquelles on aura des résultats aussi rapidement, comme ça se fait dans des pays non loin de nous. Je ne comprends pas. En Côte d'Ivoire, en tout cas, depuis qu'on organise des élections, on n'a jamais vu des élections qu'on organise et dont les résultats sortent rapidement le lendemain, alors que tout autour de nous, les autres le font et on a les résultats rapidement. Et puis, la démocratie avance. Pourtant, on n'est pas les moins nantis de la sous-région. Je pense que les moyens dont disposent les autres pour que nous puissions avoir des scrutins transparents avec des résultats rapidement donnés qui nous permettent d'avancer, la Côte d'Ivoire dispose de ces moyens. Et mieux peut-être que ces États qui nous donnent des exemples de démocratie. Je pense que dans la dynamique de ce discours, la Côte d'Ivoire devrait désormais donner l'exemple, impulser la dynamique de la sous-région pour qu'on pense de nous à un État véritablement leader dans la sous-région comme on le pense partout. D'accord. Alors, toujours dans la dynamique de ce discours, on va écouter le chef de l'État sur son projet de réforme constitutionnelle qui concerne plusieurs articles. Je voudrais rappeler que la révision de la Constitution relève d'une procédure normale, prévue par la Constitution elle-même. Il est vrai que les révisions constitutionnelles suscitent méfiance et suspicion, car l'histoire récente de notre pays et celle de bien d'autres ont montré qu'elles ont souvent servi de prétexte pour pérenniser un pouvoir ou pour exclure des adversaires politiques du jeu électoral. Je veux vous rassurer. Le projet de révision de la Constitution que je vous soumettrai ne s'inscrit nullement dans cette optique. Cependant, il est apparu nécessaire d'initier quelques adaptations dans la Constitution de la Troisième République, dans le souci d'améliorer cette Constitution et de pérenniser un modèle de fonctionnement de l'exécutif qui a démontré son succès et son efficacité. Il s'agit également de procéder, comme l'ont préconisé d'éminents juristes, notamment le président du comité d'experts chargé de la rédaction de l'avant-projet de Constitution, à des aménagements techniques pour assurer un meilleur fonctionnement des institutions. Alors, Dr Bonga, quel intérêt à la révision d'une constitution à la veille d'un scrutin aussi crucial que celui de 2020, surtout que la dernière constitution date de pas longtemps? Bon, d'abord, peut-être que le juriste dira mieux que moi, les règles pour modifier la constitution ne fixent pas de temps, de période. Mais c'est clair qu'à 7 mois... Si, il y a une limite. On ne peut pas le faire 6 mois. Voilà, donc on a respecté les 7 mois. Mais ce qui est moins crispant, c'est que justement, la plupart, les 3 réformes, on reviendra sur les réformes d'abord, donc ces 3 réformes annoncées, à part peut-être l'aspect vice-président qui est nommé, ne modifie pas en quelque sorte le jeu électoral. On parlait et d'ailleurs le président l'a dit, je ne veux exclure personne. Et là, on a modifié la Constitution à 7 mois des élections sans vraiment toucher au cœur du jeu électoral. Je pense que l'essentiel a été préservé. On a essayé de corriger des choses sur le plan juridique. D'ailleurs, il faut féliciter le prophète qui est juste à ma droite, qui avait déjà vu quelques faiblesses. On a essayé de corriger aussi le timing pour le Parlement. La seule question sur laquelle on peut vraiment débattre, à mon avis, c'est celle du vice-président. On débat maintenant ou après, je ne sais pas. Monsieur Kouaou va nous expliquer, va nous dire ce que dit la loi concernant la révision constitutionnelle. Non, la révision constitutionnelle est encadrée par l'article 177 de la Constitution, donne compétence au président de la République concurremment avec les membres du Parlement
de procéder à cette révision. Quand c'est le président, on parle de projet de révision. Quand c'est le Parlement, de proposition de révision. Et comme il a dit tout à l'heure, il n'y a pas de limitation de temps. C'est-à-dire qu'on peut adopter une nouvelle constitution aujourd'hui, 2 mois après, 3 ans, 100 ans après, on peut procéder à des révisions. La limitation dont parlait Marouane tout à l'heure, c'est par rapport au protocole de la CEDEAO de 2001 à son article 2, qui dit que 6 mois avant les élections, dans les pays membres de la CEDEAO, il ne devrait pas avoir de modification du cadre juridique des élections, vous voyez. Et donc, c'est dans ce sens-là. Donc, ici, le président de la République ne fait que respecter la légalité, la Constitution. Autre remarque, c'est que sur les 184 articles de la Constitution, 26 sont concernés par cette modification. C'est donc une révision abondante, copieuse, qui, à l'analyse, à l'observation, prend valeur de révision abrogative. Autrement dit, à y bien voir de près, il s'agit d'une 4e République qui ne dit pas son nom. Expliquez-vous. Oui, mais lorsque on fait une révision aussi copieuse, 26 articles sur 184, surtout 4 ans après l'adoption de la Constitution, il y a matière à s'interroger. Mais évidemment, comme on l'a dit, le président est un entrepreneur politique, il y a aussi de la stratégie dans tout ce qu'il entreprend. Et évidemment, ici, si vous remarquez bien, cette révision touche les 3 principaux pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Relativement au pouvoir exécutif, il s'agit ici de revoir le statut du vice-président. Initialement, il était élu. Exceptionnellement, il était nommé de la période de 2016 à 2020. Selon la réforme, il sera nommé. Ça pose un problème de légitimité politique. En politique, le seul critère, c'est la légitimité qui est une onction populaire qui dérive de l'élection. En n'élisant pas le vice-président, on le met, n'est-ce pas, dans une fragilité fonctionnelle. Il est soumis aux humeurs du président de la République. Parce que, selon le principe sacro-saint du parallélisme des formes, l'autorité compétente pour nommer est compétente pour révoquer à tout moment. Et donc là, ça fragilise. Mais en même temps, et le président n'est pas allé un peu plus loin, ça pose la question fondamentale, essentielle, principale de la nature de notre régime politique. Parce que, regardez, nous sommes dans un tricéphalisme formel qui, à l'analyse, dans le fond, renvoie à un monocéphalisme inopérant et imparfait. En ce sens que l'exécutif ivoirien comporte le président de la République, le vice-président, le gouvernement avec à sa tête le Premier ministre. Mais en analyse, la Constitution dispose que le président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il est le seul à conduire la politique nationale et internationale. Il est le détenteur du pouvoir décrétal. Le Premier ministre et le vice-président ne jouent qu'un rôle administratif et ne peuvent exercer que des pouvoirs délégués par le président de la République. Dans ce cas, à quel niveau se situe le tricéphalisme à l'exécutif? C'est ce que j'ai dit. Si le président de la République est le seul détenteur du pouvoir exécutif. C'est dans la forme. C'est dans la forme. Mais dans le fond, c'est le président. Et maintenant, à l'analyse, la réflexion, c'est que le poste de vice-président est inutile. Le poste de Premier ministre est inutile. De 2 choses l'une. Soit nous renforçons notre régime présidentiel, dès lors, le vice-président reste, mais il est élu sur le ticket avec le président et on supprime la primature. La fonction primo-ministérielle disparaît. Ou bien, autre hypothèse, nous allons vers le régime parlementaire, dès lors, on supprime le poste de vice-président, le président de la République est élu au suffrage universel indirect et l'entièreté du pouvoir exécutif est entre les mains du Premier ministre responsable devant le Parlement. Parce que quand vous lisez bien le contenu de la réforme, il est dit que le vice-président sera nommé par le président de la République en accord avec le Parlement. Qu'est-ce que ça renvoie? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que là, ça donne un pouvoir de consécration du pouvoir exécutif? Vous parlez tantôt de légitimité. Oui. Oui, mais cette légitimité, attention, le Parlement, parce que si on le fait en accord avec le Parlement, ça veut dire que le Parlement, c'est l'émanation du peuple. Non, j'arrive. Oui, je comprends votre question. Ça veut dire que le vice-président devait être aussi responsable devant le Parlement. Puisque le Parlement a eu à se prononcer. Or, selon les thèmes de cette révision, le vice-président n'est responsable que devant le seul
président de la République. Ça pose un véritable problème. Autre réforme au niveau... C'était déjà le cas. C'était déjà le cas. Dans le fonctionnement. Oui, c'est déjà le cas. Encore que là, il était élu avec le président de la République. Oui, allez-y. En fait, je partage une partie de l'avis sur le manque de légitimité qu'aura le vice-président. En fait, il faut comprendre un peu une profondeur historique. Le régime présidentiel que nous héritons est un régime gaulliste ou gaullien, parce que pour Charles de Gaulle, qui est, entre guillemets, le régime parlementaire, qu'il trouve trop instable, il veut un contact direct entre le président et le peuple. Voilà comment il inscrit ce régime présidentiel dans la Ve République, qui est repris par pratiquement tous les pays d'Afrique francophone. Au moment où on fait la constitution de la Troisième République, elle a pour idée de résoudre des problèmes qui nous ont menés dans la crise. Et parmi ces problèmes, il y a la question de la succession. On est tous d'accord quand on analyse la crise en Côte d'Ivoire que la succession de 1993, on peut même remonter à 1975 où la question de la succession pose un problème. Donc on décide de régler cette question de la succession. Et le projet le précise clairement. En disant aux Ivoiriens, désormais, vous savez qui aura le pouvoir quand il y aura vacance du pouvoir. Mais on va plus loin. On lui donne une légitimité populaire. Parce que le job, entre guillemets, qu'il doit faire nécessite cette légitimité. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, les Ivoiriens savent que j'élis à la fois le président et c'est lui qui va exercer la présidence en cas de vacance de pouvoir. Donc, en quelque sorte, le successeur a la légitimité qui a toujours manqué au successeur pour nous entraîner dans cette crise. Aujourd'hui, on a un petit problème par rapport à ça. Le successeur sera peut-être connu, mais il va manquer cette légitimité populaire. Peut-être est-elle remplacée par l'accord du Parlement, qui est l'émanation du peuple, mais de quelle façon? Et est-ce que ce Parlement-là, lorsqu'il ne sera plus d'accord, que va-t-il se passer? Histoire un peu fragiliser ce vice-président-là, mais on a quand même l'idée d'un vice-président de savoir désormais qui sera le successeur. En cas de vacances. Oui, Jean-Claude, allez-y. Oui, bon, moi je voulais rectifier quelque chose rapidement. Au niveau de ces réformes-là, on ne glisse pas dans une 4e République. C'est vrai qu'on peut parler de 26 articles qui sont touchés, mais pas dans une 4e République. Les dispositions constitutionnelles sont très claires. C'est-à-dire, lorsque c'est quelques articles qui sont concernés, c'est le président qui peut, par des projets, en tout cas, de modification. Un projet de révision. Voilà. Mais c'est quand c'est le tout, par exemple, on va à la voie référendaire. Donc là, il faut rectifier. Maintenant, pour ce qui concerne les différentes réformes, la vice-présidence, je pense que peut-être que le choix au niveau de la nomination est peut-être dicté par le contexte que nous vivons. Parce que, comme vous l'avez dit ici, effectivement, lorsque le vice-président est élu en même temps avec le ticket, avec le président de la République, il y a la légitimité. Mais peut-être qu'à ce niveau, il y a certains problèmes au niveau du contexte qui peuvent subsister. C'est-à-dire que si moi j'ai la légitimité en même temps que le président, en cas de crise profonde, on peut avoir des difficultés. N'oubliez pas que, par exemple, nos pays ne sont pas encore, si vous voulez, solides démocratiquement. Donc il faut faire attention. Peut-être c'est une précaution que prend le président. Pour éviter peut-être un président de la République bis. Voilà, un président bis, ou bien en tout cas en cas de crise politique, éviter une certaine situation. Parce qu'il est clair que par rapport à tout ce que nous avons vécu ici dans ce pays, cela n'est pas en tout cas à exclure. Donc il faut faire très attention. Je pense que c'est ce qui a dû dicter un peu D'accord, vous allez permettre aux autres de s'exprimer là-dessus. Marouane, sur le statut du vice-président. Sur le changement, le reste pour moi de la Constitution, ça reste anecdotique pour... je ne crois pas que ce soit une révision fondamentale, indépendamment du nombre de... Je crois qu'il y a le souci, avant de partir, de mettre quelque chose au clair, et de constater qu'il y avait sur celle de 2016 des choses qui ne fonctionnaient pas, dont notamment cette histoire de mandat des parlementaires qui s'arrête et de l'obligation d'organiser des élections dans la foulée. Bon. La Cour de suprême qui disparaît, etc. Sur l'histoire du vice-président, c'est exactement ça. En fait, les pays francophones ont hérité d'un système présidentiel fort africain. L'histoire du vice-président, il n'y en a pas en Afrique francophone, c'est qu'en Afrique anglophone. Dans l'idée au départ, élu ou nommé, si vous avez un vice-président élu, c'est forcément pour le président une contrainte. Parce qu'il a la légitimité, parce qu'en cas de désaccord, il peut dire attends, moi aussi je suis élu, il n'y a pas de raison que. Et c'est arrivé d'ailleurs, c'est arrivé au Nigeria, c'est arrivé au Ghana, et ça peut être une source de tension politique dont
le président estime que la Côte d'Ivoire peut faire l'économie. Et il y a même des systèmes en Afrique francophone, présidentielle, où il n'y a pas de vice-président, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de Premier ministre non plus. Le président décide, puisque c'est moi qui décide, il y a une assemblée, je n'ai pas besoin d'un Premier ministre, il y a un secrétaire général de la présidence, si le Premier ministre est là pour exécuter, il n'y a pas besoin de ça, c'est ce que vient de faire Macky Sall il y a quelques mois au Sénégal. Et ce qui existait avant au Bénin, ce qui n'est plus le cas, mais bon, ce qui a existé un peu partout. Donc on assume ou pas le système de gouvernance, présidentielle ou non, et en l'occurrence, je pense qu'Alassane Ouattara a voulu éviter un problème possible. De succession. Après, le poste de vice-président, c'est aussi, pardonnez-moi de vous le dire, c'est de la politique politicienne. C'est un poste où on peut mettre quelqu'un. Comme l'Assemblée, comme le Sénat, comme le Conseil économique et social. C'est des postes qui sont convoités. Imaginons qu'il y ait un deuxième tour en 2020. Bon, c'est un poste que vous pouvez proposer éventuellement à celui qui arrive numéro 2, numéro 3, en passant un accord avec lui pour qu'il vous soutienne ou non. D'accord. Félix, rapidement. Moi, si tel est le cas qu'un vice-président pourrait être sujet à une crise politique peut-être à l'avenir, je pense qu'il aurait été tout simplement utile de supprimer ce poste. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Il ne faudrait pas peut-être infantiliser les Africains parce que le poste de vice-président, je pense que c'est un poste qui existe partout. Aux États-Unis, on n'a jamais vu de conflit entre un vice-président. Et dans la Constitution ivoirienne, les prérogatives dévolues au vice-président sont clairement définies. Je ne pense pas qu'il y ait une possibilité de conflit entre le vice-président et le président de la République. Par contre, pour moi, cette question de nomination de vice-président, c'est un recul démocratique. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la nouvelle mouture de la modification qui va se faire, le vice-président n'est plus dans le dauphinat, il n'est plus dauphin constitutionnel. C'est-à-dire on aura il a écrit clairement qu'en cas de vacances, c'est lui qui... Voilà, c'est le Premier ministre. Non, c'est le vice-président. C'est le vice-président. Oui, c'est écrit clairement. Dans le projet de révision. Ça, c'était dans la Constitution de 2016. Dans le projet de révision. Dans le projet, c'est la même chose. C'est reconnu. C'est reconnu. La seule différence, c'est qu'il est nommé maintenant. Par contre, je n'ai pas fini sur la question du vice-président. Dans l'opinion, on entend comme ça aussi dire que ça peut aussi servir, ça peut être un piège aussi. Pour piéger aussi des adversaires, moi je veux dire, c'est aussi possible. Quand on mène la réflexion, pourquoi toucher à ce poste de vice-président, ça peut servir aussi à piéger des adversaires, notamment ces elders, c'est-à-dire ces années qui veulent toujours continuer à devenir président. Si je cite des noms, je prends par exemple le président Bédié qui sera éventuellement candidat, il ne sera plus candidat sur un ticket. Il va falloir que le candidat... Il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Ah oui, non, il a l'intention de devenir candidat. Je pense qu'il ne faudrait pas cacher la forêt avec la main. Voilà, parce que je ne révèle pas, mais ça se dessine, ça se voit. Quand on voit les bruissements et qu'on voit la couleur de la fumée qui sort, on sait déjà ce qui se prépare dans l'antichambre. Et donc, si le président Bédié, à 86 ans, il est candidat et qu'il n'est pas sur un ticket, comment le président Bédié, aujourd'hui, à 86 ans, pourra éventuellement faire campagne sur l'ensemble du territoire, ne serait-ce que faire 2 meetings en une seule journée. Avec un vice-président, il avait la possibilité de faire une très belle campagne parce que le vice-président peut-être sera quelqu'un d'un certain âge. Il a droit à un directeur de campagne. Oui, il a donné le nom il a droit à un directeur avant les élections. Voilà, il a le droit de dire, par exemple, Billon ou Tiritano seront mes vice-présidents. Et en ce moment, eux, ils mènent la campagne. Ça ne change pas. Ça change pas fondamentalement. Sur un ticket, le vice-président jouit d'une autre posture qui lui permet de faire campagne à un certain niveau on peut nommer aujourd'hui et dénommer demain. On peut nommer demain. On peut vous proposer le poste de vice-président demain et juste après l'élection, estimer que le contexte a changé en politique. Il n'y a que celui qui promet qui exécute sa promesse. Et puis demain changer. On ne peut pas mouiller certainement le maillot de la même manière que si on était sur le même ticket où on sera élu et jouir de la même légitimité que vous. Je pense que tout ça va participer de la stratégie politique. C'est tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est de la spéculation. L'homme politique seul sait ce qui se passe dans son esprit. Et donc, il faut mettre sur la table toute forme d'hypothèse pour éventuellement aussi, je veux dire, décrypter le fond de ce discours, de ces décisions qui ont été prises le 5 mars dernier. Non, rapidement. Oui, très rapidement. Oui, en fait, je veux dire une chose. Marwan l'a un peu rectifié. C'est-à-dire, nous ne sommes même pas dans un régime présidentiel. C'est un régime présidentialiste. Bien sûr. C'est un régime présidentialiste qui tire ses racines depuis vraiment l'ère de Gaulle. C'est la 5e République, d'ailleurs, où on a besoin en France de un peu la réformer. Mais c'est clair, c'est-à-dire que
on est parti de ce fait-là, même dans le souci de la stabilité. Le président a voulu, par exemple, copier le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on trouve aux États-Unis, au Nigeria et au Ghana. Mais il s'est rendu compte que dans l'exercice du pouvoir, même dans l'établissement, comment on appelle ça, de ce poste-là, il peut avoir, par exemple, un bicéphalisme, ne dit pas son nom, au cours d'une crise. Parce que n'oubliez pas que quand il y a un ticket, le vice-président est élu au même titre que le président. En cas de crise politique très grande, très forte, il risque d'avoir des soucis de stabilité. Ça peut avoir une déstabilisation au niveau politique. Et donc le souci, c'est effectivement de remédier à cela dans un premier temps. Et puis ensuite, comme l'a dit Marouane, c'est de faire en sorte que dans le jeu politique, les élections qui vont s'ouvrir, voir dans quelle mesure, au niveau des alliances, proposer par exemple ce poste-là à quelqu'un par exemple qui peut faire gagner les élections. Voilà un peu, si vous voulez, le souci du chef de l'État. Toujours, en tout cas dans sa logique de voir en termes de stabilité. Très rapidement, il y a d'autres articles à réviser. J'aimerais quand même dire que le risque de crise politique peut exister. Je suis tout à fait d'accord et je pense que ça a été l'une des réflexions du président. Mais comme l'a dit M. Boni, les prérogatives du vice-président sont très encadrées quand même. Et voilà, c'est très encadré. Et en ce moment, le risque de crise politique, il est moindre. Là où je ne suis pas d'accord avec M. Boni, c'est de dire que ce jeu politique autour du vice-président, il existe toujours. Et si je sens que pour le bien de ma campagne, je dois informer le peuple que j'aurai un vice-président par rapport au jeu politique du monde, mais je l'informe. Je peux dire dès que je commence, dès que je suis élu, mon vice-président sera X ou Y. C'est une promesse électorale. On ne va pas l'enlever tout de suite, je vais le nommer, quitte à plus tard le comprendre. Mais je vais dire le jeu, comme vous le dites, Henri Konan Bédié, trop vieux, peut déjà décider qui sera son vice-président. Enfin, pour terminer, dans tous les systèmes où il y a la vice-présidence, c'est d'abord un jeu politique. On cherche, Trump choisit Mike Pence, pourquoi? Parce qu'il n'est pas politicien, il a besoin de quelqu'un du sérail. Obama a choisi Joe Biden parce que, étant une minorité, il faut rassurer une part de l'électorat. Sarah Palin est venue contrer McCain parce qu'on avait besoin de trucs. Il y a toujours ce jeu-là qui est fait dans la vice-présidence qui peut continuer. Voilà. Merci. Oui, moi, je voudrais faire une petite précision parce que sur le plateau, on dit que nos régimes ressemblent au régime français, mais c'est totalement faux. C'est pas faux. Ah non, 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 non. Ça n'a même pas inspiré. Si, ça c'est l'historien qui parle. Je m'explique. Non, non. Ce n'est pas une question d'histoire. C'est la réalité. En France, qui détient le pouvoir réglementaire? C'est le Premier ministre. Qui conduit la politique nationale? C'est le Premier ministre. Qui est responsable devant le Parlement? C'est le Premier ministre. Demandez à François Fillon si non, je parle des tests, monsieur. Moi, je parle des tests. Je parle des tests. Oui. Quand vous prenez la Constitution du 5 octobre, du 4 octobre, hors période de cohabitation, dans la pratique, c'est pas comme ça. Exactement. Il y a juste la cohabitation. Mais justement, pourquoi il y a cohabitation? Et d'ailleurs, en période de cohabitation, on voit que le régime français est un régime parlementaire. C'est un régime présidentiel. Mais en Côte d'Ivoire, sur la cohabitation, ça sera la même chose. C'est parce que justement, aucun parti d'opposition n'a gagné le Parlement. Ce serait intéressant de voir comment la Côte d'Ivoire fonctionnerait si le président et la majorité parlementaire étaient de partis opposés. Oui, non, mais attendez. Je vous comprends. Très rapidement, on va passer aux prochains articles. Imaginons qu'on ait une Assemblée nationale contraire à la présidence. Est-ce que l'exécutif ivoirien est responsable devant le Parlement ivoirien, selon la Constitution? Vous voyez, c'est là le problème. Non, attendez. Les questions constitutionnelles. J'ai parlé d'inspirer. Non, une seule personne à la fois. Allez-y, docteur. Pour une fois qu'on parle d'histoire, je vais faire sortir mes prérogatives. J'ai parlé d'inspirer parce qu'il faut revenir à la naissance de nos États. Nos États naissent dans la période 58-60, dans ce qu'on appelle la communauté franco-africaine, dirigée par De Gaulle. Et celui qui pense avec De Gaulle, ils sont trois. Il y a De Gaulle, il y a Houphouët et Foccart. Dans la conception de la présidence, De Gaulle a une conception présidentialiste. D'ailleurs, c'est Debré qui temporise. Hein. Tout ce que vous dites, c'est Debré qui le met. Si ça n'était qu'à De Gaulle, on aurait encore un président beaucoup plus fort que ce qu'on a en France. Et c'est lui qui inspire, avec Houphouët-Boigny, cette façon de rendre un président fort. Voilà pourquoi je dis que nos régimes sont inspirés de la Constitution de la 5e République. Je vous donne un exemple, une question. Voilà. Si on s'était inspiré du régime français, qu'est-ce qui justifiait donc à l'aube des indépendances le parti État, le parti unique, alors qu'en France c'était le multipartisme? C'est du coq à l'âne. Mais quand vous dites inspiré, c'est-à-dire qu'il y a une ressemblance. Monsieur Kouao, vous allez garder la parole, mais pour nous parler de la réforme de l'appareil judiciaire, avec la suppression de la Cour suprême. Oui, c'est une véritable avancée. Parce que comme je le disais, bon, on ne comprenait pas du tout.
désormais, nous avons une dualité juridictionnelle. On a l'ordre judiciaire avec la Cour de cassation, qui est la Cour suprême. On a l'ordre administratif avec le Conseil d'État. Et puis, on a la Cour des comptes qui s'occupe des affaires financières de l'État. C'est une avancée, c'est une clarté. Maintenant, il faut chercher à faire la spécialisation de nos magistrats, pour qu'on ait des magistrats purement administratifs, des magistrats purement judiciaires pour le faire. Maintenant, moi j'aurais souhaité même qu'on aille plus loin dans cette réforme de l'appareil judiciaire. Parce que quand on regarde bien, on dit que notre système judiciaire, le pouvoir judiciaire est indépendant. Mais faites attention, le pouvoir judiciaire, il y a ce qu'on appelle la magistrature du siège, c'est-à-dire le juge d'instruction et le président du tribunal. Eux, ils sont indépendants. Ils sont indépendants. Mais il y a ce qu'on appelle la magistrature debout, le ministère public, c'est-à-dire le parquet, le procureur de la République et ses substituts. Ils dépendent hiérarchiquement du ministre de l'Intérieur et subséquemment du président de la République. Ça pose un problème. C'est-à-dire que le président peut leur donner des ordres, alors que le procureur a l'initiative de la poursuite. Ce qui fragilise notre institution judiciaire et qui peut donner souvent l'impression de 2 poids 2 mesures. Il aurait fallu mener la réflexion de sorte à rendre le parquet aussi indépendant du pouvoir exécutif. D'accord. Vous voulez réagir sur... En plus de ce que vous êtes en train de dire, moi je pense également que pour l'indépendance de la justice, il faudrait également aussi régler la question du choix des hommes pour diriger ces institutions. C'est vrai, c'est une avancée, mais le choix des hommes également pose parfois problème. Donc, il va falloir que dans l'appareil judiciaire ivoirien, il y ait un mécanisme éventuellement pour que ceux qui dirigent les différentes institutions judiciaires ne soient pas forcément des personnes qui relèvent directement des différents exécutifs qui vont se succéder. Parce que celui qui nomme a toujours un pouvoir de dénommer. Vous l'avez dit tantôt au départ de cette émission. Donc celui qui nomme parfois a un certain pouvoir sur celui qui est nommé. Il va falloir trouver le mécanisme nécessaire de sorte qu'on puisse dire peut-être le magistrat le plus ancien, c'est lui qui dirige ceci. En ce moment, on ne regarde pas dans l'âge de celui qui arrive. On élit les magistrats. Si les magistrats sont un pouvoir, au même titre que l'exécutif, dont le chef est élu, au même titre que le Parlement, dont les membres sont élus, pourquoi ne pas penser à l'élection des magistrats, ce qui renforcerait d'ailleurs notre vie démocratique. N'oublions pas une chose. Dans la discussion que nous menons, nous oublions que nous sommes dans une république et que nous sommes dans une démocratie. C'est-à-dire c'est la volonté populaire et non la volonté d'une seule personne. La dictature, c'est quoi? C'est lorsque un individu impose sa volonté et définit les règles juridiques. La démocratie, c'est lorsque c'est l'entièreté du peuple, à travers des représentants par lui désignés, qui fixent les règles. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on parlait des choses, je disais que le président, ce qu'il a fait, c'est bien, c'est beau, mais évitons les jeux, évitons de personnaliser, évitons le culte de la personnalité. Nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans une république. C'est d'ailleurs pour cela que le projet est soumis au Parlement. Là aussi, il y a un recul. Vous savez que dans la Constitution de 2000, la révision constitutionnelle passait obligatoirement par la voie référendaire. Dans une république, dans une démocratie, le souverain, c'est le peuple. Ce n'est pas le président de la République. Le président de la République est l'égal de tous les citoyens. Seul le peuple est souverain. Et donc, la Constitution de 2016 dit quoi? Que le président... Non, attendez, suivez. Oh là là, suivez. Le député membre du peuple. 2 types de révisions qui sont consacrés. Alors, on va laisser M. Kwao terminer. Allez-y, après vous aurez la parole. C'est un débat démocratique. Oui, allez-y. On laisse les autres parler. Allez-y rapidement, le temps va nous manquer. La nouvelle Constitution, en 1977, dispose que la révision peut se faire par voie référendaire et si le président le souhaite, par voie parlementaire. Mais vous êtes d'accord avec moi que la voie parlementaire est moins démocratique que la voie référendaire? Vous étiez très attaché à la Constitution tout à l'heure. On va passer la parole à Jean-Claude pour avancer. Je ne dis pas que ce qui fait est illégal. Je dis que c'est légal, mais je fais une analyse. Je dis qu'on aurait dû donner la plénitude de la révision pour lui donner plus de légitimité. D'accord. Alors Jean-Claude Laloy propose aussi que la révision puisse se faire par le Parlement. Il y a 2 types de révisions qui sont consacrées par le droit. Il y a la révision parlementaire et la révision référendaire. Donc moi je pense que le président est, si vous voulez, ancré dans le respect des textes, des dispositions, surtout constitutionnelles. La Constitution de novembre 2016 consacre, en tout cas, ces 2 voies de révision. Et c'est ce que le président fait. Il réunit en ce moment le Congrès à Yamoussoukro. C'est justement pour respecter, en tout cas, les dispositions constitutionnelles à ce niveau-là. La Constitution dit quoi? La Constitution dit que lorsque, par exemple, il s'agit de quelques articles, ou même d'un article, on peut procéder par voie parlementaire. C'est ce qu'il a fait. Le Congrès et le Sénat sont là pour ça, pour juger, c'est les 2 tiers. Lorsque, par exemple, on estime que c'est toute la Constitution qu'il faut changer, c'est la voie référendaire. Donc, je pense que
lorsqu'on est attaché aux thèses et qu'on dit qu'on est démocrate, il faut aussi reconnaître que tout ce qui se fait en ce moment, se fait dans la clarté et dans la légalité et la légitimité. Donc c'est ce que je veux dire. Ouais. Je vais dire, la voie référendaire est une voie peut-être plus populaire, mais pas forcément plus démocratique. Voilà, parce que quand même, si on part dans la logique, les députés sont les représentants du peuple. Et à partir du moment où ils se prononcent, à travers eux, c'est le peuple qui se prononce. Donc, soit on nous biffe l'Assemblée nationale et tous les samedis, on se donne rendez-vous pour un référendum après le conseil du ministre du mercredi, soit on a confiance en nos députés. Mais dans le cas de la révision constitutionnelle, on est même allé plus loin. On a demandé 2/3 du vote. C'est-à-dire qu'on veut que dans ce cadre-là, il y ait plus de populaires que d'habitude. Voilà. Même si on peut quand même avoir un bémol avec le tiers de sénateurs que le président nomme. Néanmoins, on va plus loin dans le truc. Et il y a des choix. Il y a des pays comme la Suisse où on fait des référendums tous les matins ou tous les soirs pour ceci ou cela. Mais c'est un choix démocratique, peut-être un peu moins populaire, mais démocratique, parce qu'on paye aussi les députés avec nos impôts. Il faut bien qu'ils travaillent. D'accord. Vous avez bien dit tantôt que moi je pense que ce que vous avez, c'est vrai que ce qui est en train de se faire, ça suit la légalité. Mais il faut reconnaître aussi que le référendum est quand même la forme à achever de la démocratie. Et là je ne suis pas totalement d'accord avec Dr Banga parce que on a aussi des députés qui sont... maintenant, on a des députés, je ne fais pas injure à nos députés, mais des députés qui se font parfois acheter. Et même, on a eu des gens qui se font élire et qui, après, changent alors que vous avez été élus par le peuple. Donc, finalement, ceux qui vous ont élus, vous ne bénéficiez plus de l'onction de ce peuple. Vous ne représentez plus pratiquement ce peuple-là. Donc, oui, évidemment, on vous a élu peut-être par rapport à une couleur politique. Si vous changez de couleur politique, ceux qui vous ont élu peut-être sont dans cette couleur politique. Ils ne se reconnaissent pratiquement plus en vous. Ça veut dire que si on fait un référendum, ceux-là n'iront certainement pas dans la même voie que vous. C'est pourquoi le référendum est la forme achevée de la démocratie. Oui, par contre, ce que le président Ouattara est en train de faire aujourd'hui, je termine ce que je suis en train de dire. Rapidement. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, là aussi, je ne suis pas totalement d'accord avec Dr Kwao parce que j'estime que ce n'est pas une modification en profondeur de la Constitution. D'ailleurs, on utilise le terme aménagement technique, réaménagement technique de la Constitution. Ce sont des petits éléments qui peuvent quand même passer devant les députés et avoir l'onction des députés pour pouvoir éventuellement gagner du temps, gagner en moyens, économiser des moyens et puis avancer. Marwan, sur la révision... Ne confondez pas révision et changement de Constitution. On va laisser la parole à Marwan. Je suis d'accord. Un référendum légitime beaucoup plus une révision constitutionnelle. En l'occurrence, celle-ci, elle n'est pas majeure. Ce n'est pas celle de 2016, on n'a pas touché, on n'a pas réinstauré la limite d'âge à 75 ans. Enfin, il n'y a pas, je pense, de point qui nécessite d'avoir recours à ça. Un référendum dans une année présidentielle, élection présidentielle avec des législatives derrière, des sénatoriales, des élections, ça coûte cher. Donc un référendum à tout bout de champ, bien sûr que c'est mieux. Mais bon, j'imagine que là, il y a d'autres priorités que d'organiser ça. D'accord. Alors, le président de la République, lors de son adresse devant le Congrès, a souhaité passer la main à une nouvelle génération. Je vous propose de l'écouter et on reviendra sur ce plateau. Transférer le pouvoir à une jeune génération est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération, en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens honnêtes, compétents et expérimentés, qui ont appris à nos côtés, comme nous l'avons fait aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Par cet acte, je vais donner la possibilité à des Ivoiriens plus jeunes de poursuivre l'œuvre de modernisation de notre pays et de conduire la destinée de notre nation avec toute l'énergie nécessaire. Je veux aussi assurer les conditions d'une passation de pouvoir d'un président démocratiquement élu à un autre, pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Alors, docteur, quand on revient, on n'est plus sur les questions juridiques, mais on revient sur l'extrait du président de la République, notamment son désir de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Comment vous le comprenez ?
Oui, évidemment, son discours le montre bien. On va vers une alternance et puis choses. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que nous sommes dans une république, nous sommes dans une démocratie. Certes, il est le président de la République, mais il ne lui revient pas de transmettre le pouvoir. Nous ne sommes pas dans une monarchie, c'est dans une monarchie qu'on transmet le pouvoir. Alors, vous prenez à la lettre, certainement, ces propos. Oui, non, mais justement, c'est-à-dire que dans une démocratie, dans une république, la République s'oppose à la monarchie, dans une république, ce sont les règles. La Constitution, la loi, qui réglementent la passation. Vous comprenez? Et donc là, quand il dit une nouvelle génération, la Constitution ivoirienne dit ceci. Peuvent être candidats tous les Ivoiriens qui ont au moins 35 ans et plus, avec d'autres conditionnalités. Donc la volonté populaire dit que toute personne qui a 200 ans, qui a 300 ans, je caricature pour que vous compreniez, peut être candidat. Donc c'est la volonté de la loi, de la Constitution exprimée par la volonté générale qu'il faut respecter. Et quand il dit que je vais passer à une nouvelle génération, c'est-à-dire quoi une nouvelle génération? Donc, comme je l'ai dit, évitons de personnaliser le pouvoir, évitons de personnaliser le débat démocratique. Dans une démocratie, en France par exemple, personne ne peut aujourd'hui savoir qui sera le président français lors des élections présidentielles. Donc il faut aussi recadrer le débat dans le cadre républicain. Allez-y, docteur. J'ai demandé, parce qu'en fait, il y a des choses. Tout homme a une idée. Encore plus un homme politique, encore plus un président de la République, qui peut avoir un cadre pour exprimer sa vision. Voilà. En tant que président de la République, je souhaite que celui qui me succède soit de la prochaine génération, de la jeune génération, nouvelle génération, ce genre. Oui, c'est son vœu. Après, il n'empêche pas la volonté populaire. Il aurait empêché si, par exemple, il avait imposé d'une manière légale ou voire illégale que les candidats, par exemple, instaurer une limite d'âge à 75 ans. Oui, dans la en ce moment-là, on aurait dit oui, il penche, c'était même pas illégal en plus, mais il penche vers imposer son point de vue. Il donne son point de vue, il n'empêche pas les Ivoiriens d'élire un président de 200 ans, de 300 ans, de 400 ans. Si demain, le président Alassane Ouattara souhaite que je sois un plus jeune, malheureux, ouais, je pense que j'ai 36 ans, peut-être qu'il souhaite que ce soit moi-même. Mais bon. Et demain, les Ivoiriens élisent un président de 400 ans. Mais il fera son transfert de pouvoir. Ça n'empêche pas. Donc, il faut éviter de faire ces confusions. Un président donne son point de vue. À partir du moment où il n'empêche pas les candidatures. En ce moment, on ne peut pas se plaindre. Voilà. D'accord. Allez-y, Jean-Claude. Oui, moi je pense qu'il faut relever deux faits. D'abord, c'est pas l'alternance dont parle le président Ouattara. Parce que l'alternance se fera lorsque peut-être l'opposition va arriver au pouvoir. Mais il n'est pas en tout cas dans cet esprit-là, puisque lui-même il est le président du RHDP. Il est clair que quand il parle d'un transfert du pouvoir, bien céder le pouvoir en tout cas à la jeune génération, bien à la nouvelle génération de son parti en fait. Et donc l'alternance se fera certainement dans les urnes, mais pour le moment ce n'est pas ça l'idée. Et l'autre idée qu'il développe en ce moment, et comme l'a dit, chacun a sa philosophie. Il a estimé que, en fait, pour 2020, il faut qu'une parenthèse se ferme. Il faut qu'une parenthèse se ferme, c'est-à-dire que les héritiers du fouet, pour lui, il est temps pour lui que les héritiers du fouet, par exemple, quittent la scène politique. C'est un peu cela son idée lorsqu'il parle, par exemple, de la nouvelle génération. Pour lui, après au fouet, c'était lui, Bédier, Gbagbo, etc. Et il estime que cette génération-là a fait son temps. Et il est temps pour cette génération, en tout cas, de céder, en tout cas, toute la place sur le chiquet politique. Vous avez peut-être des précisions à nous donner sur la nouvelle génération dont il est question. On en a parlé dans l'interview, donc il y a son explication. Il y a deux choses. Il y a effectivement ce besoin de renouveler le personnel politique, quel qu'il soit, quel que soit son âge. C'est-à-dire que les trois ténors qui se battent depuis longtemps cèdent la place. Ensuite, il a quand même observé que depuis quelques années, au XXIe siècle, un peu partout dans le monde, les dirigeants sont de plus en plus jeunes. Et je pense que l'élection de Macron, le cas de Trudeau et de beaucoup d'autres, en Italie, ailleurs, en Espagne, de dirigeants qui ont 40, 50, 55 ans maximum, c'est quelque chose qui l'a incité à réfléchir là-dessus et qu'il considère que à 80 ans, on n'a pas l'énergie. Après, il y a la question de la longévité au pouvoir, qui est encore un autre sujet. Mais qu'à 80 ans, on n'a pas l'énergie et on n'a pas la connexion pour comprendre les aspirations d'une population qui est jeune, qui voit les choses différemment, qui a des attentes qui sont très différentes de celles de leurs aînés, et qu'on ne peut pas diriger un pays comme ça, et il y a besoin de gens beaucoup plus proches des réalités,
est beaucoup plus dynamique parce que c'est un métier qui nécessite une énergie, une santé bonne si possible, et qu'il est assez marqué par ça, qu'il pense que c'est pas à son âge qu'on peut faire le boulot qui est attendu par la population. D'accord. Alors, transfert du pouvoir à une jeune génération, certainement. Est-ce que c'est la seule condition de réussite de cette transition, on va dire, politique? C'est pas la seule condition, mais d'ailleurs, quand il appelle transfert ou transmission, les mots, les nuances sont importantes, et l'utilisation du terme transfert, je pense d'ailleurs, a dû faire débat chez eux. La transmission, vous donnez, vous aidez, vous accompagnez, vous enseignez, vous éduquez, vous restez dans... mais je pense qu'il dit ça pour tout le monde. Il ne parle pas que de lui et du RHDP. Il parle du PDCI, il parle du FPI, il parle des grandes entreprises, il parle de public, en tout cas celles que l'État dirige. Et qu'il y a trop, et en Afrique comme ailleurs, et si vous allez... L'Afrique centrale est un cas extrême de dirigeants âgés, non seulement âgés, mais qui sont là depuis 20, 30... parfois un peu plus, et que c'est plus en phase avec ce qu'attendent les gens, et que ce qu'il fait lui, il considère que ça doit être fait ailleurs. Mais encore une fois, ça doit être fait aussi par les Ivoiriens qui, à la tête d'entreprises ou de hautes responsabilités dans l'administration, doivent aussi transmettre le témoin à celle du dessous. Celle du dessous, c'est pas du jeunisme. Je reviens à vous. Félix va s'exprimer là-dessus. Je pense que ça revient à cette histoire de troisième mandat. Je pense que ça montre clairement que depuis le départ, le président Ouattara avait déjà son idée de ce qu'il ne ferait pas un troisième mandat. D'ailleurs, dans son interview que j'ai citée, il a bien dit que c'est un travail fatigant. Je n'aurais pas même envisagé un deuxième mandat parce que c'est assez... Vous pensez que la jeune génération dont il est question a l'expérience nécessaire pour conduire au destinée de ce pays? Il faut souligner que ce débat n'aurait jamais pu s'opposer, c'est-à-dire cette question de transférer le pouvoir si le président avait utilisé un autre verbe, s'il n'avait pas dit « j'ai décidé de transférer le pouvoir à une nouvelle génération ». C'est ça, c'est tout ce qui fait débat. Et on aurait pu dire tout simplement « je souhaite transférer le pouvoir à une nouvelle génération ». Donc je pense qu'il y a eu un lapsus qui fait qu'il y a débat. Sinon, cette jeune génération, elle existe bien. Il y a de jeunes bien dynamiques ivoiriens qui sont capables de succéder au président Ouattara, aussi bien au RHDP, au PDCI qu'au FPI. Il y a des jeunes générations qui sont là bien préparées. Et moi, je suis d'accord. Il va terminer, s'il vous plaît. Vous permettez, je suis d'accord avec ce transfert à une nouvelle génération. Moi, quand je prends ma génération, les quarantenaires, les quadras, j'estime que nous, on est une génération sacrifiée parce que dans l'esprit de certaines personnalités, par exemple, on est encore des gamins. On n'a même pas encore la maturité nécessaire pour diriger. Et on a encore des gens qui ont un certain âge qui ont dirigé. On a des gens qui ont dirigé ce pays, qui ont eu des points de responsabilité. la perche maintenant. C'est pourquoi je suis d'accord. Et je salue par exemple les jeunes de mon âge qui ont osé et qui sont devenus des élus locaux, un peu comme un de nos confrères, Salé Timoko, qui est aujourd'hui maire de Tia-Salé et qui fait un travail qui est bien remarquable. Merci Félix. On n'a plus de temps. Voilà. Allez-y. Moi, je pense que en fait, tout est dans l'esprit. Hein. Les mots, parfois, comptent pas trop. Lorsque, dans l'esprit de quelqu'un qui vient, par exemple, de dire « je ne briguerai pas un troisième mandat », je pense que, comment on appelle ça, le choix des mots n'est pas trop important. Ce qu'il veut, en fait, ce que le président veut, ce que le président veut, c'est vraiment céder la place à la génération qui suit. Et il estime que leur génération a fait le temps, il faut fermer la parenthèse. C'est une nouvelle parenthèse qui s'ouvre en 2020. Et je pense que c'est à saluer. Mais il faut laisser le peuple fermer la parenthèse. Alors, on a terminé cette émission, on n'a plus de temps. En tout cas, je voudrais remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec M. Kwao, qui est politologue, constitutionnaliste également, Dr Banga, historien, Jean-Claude Koulibaly, journaliste, analyste politique, Félix Boni, journaliste également, et Marwan, voilà, de Jeune Afrique, qui a une interview exclusive à paraître dès dimanche. Oui. Une interview avec le président de la République qui revient sur sa décision de rénonciation et toutes les réformes qu'il a proposées. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1.